Hello everybody. Pascal from Neutrality Studies here. It is Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité. Nous sommes le dimanche 15 juin. Et il y a quelques minutes, j'ai parlé avec le professeur Sayed Marandi de l'Université de Téhéran pour lui demander ce qui se passe en Iran et avoir son point de vue sur l'ensemble de la guerre avec Israël. La connexion était extrêmement instable, assez mauvaise, et a été interrompue à plusieurs reprises. Ainsi, la vidéo que vous allez voir n'est pas, comme d'habitude, un flux continu. Nous avons dû la découper en morceaux afin de rassembler les parties qui étaient normales et compréhensibles. À certains endroits, il y a des interférences et des moments où il est difficile de le comprendre. Mais ces analyses sont importantes et son interprétation de la situation et de la manière dont l'Iran gère l'attaque qui a été commise contre lui vendredi, à mon avis, mérite d'être comprise. Donc, avec quelques coupures et montages, voici ma discussion avec le professeur Sayed Marandi. Professeur Marandi, merci d'être en ligne. Comment allez-vous? Je vais très bien. Professor Marandi, thank you for coming online and how are you? I'm very good, thank you, Pascal. And I should just point out Merci Pascal. Je tiens simplement à signaler que le gouvernement a ralenti l'accès à Internet pour des raisons de sécurité ces derniers jours, donc la connexion n'est pas excellente. C'est à cause de la situation actuelle et je m'en excuse. Non, il n'y a absolument rien pour lequel vous devriez vous excuser. Je veux dire, évidemment, vous traversez une situation très difficile. Je peux toujours vous comprendre. Pourriez-vous nous dire comment est la situation à Téhéran? Comment allez-vous en ce dimanche matin? C'est calme en ce moment à Téhéran. Ça a été calme pendant, je suppose, 7 ou 8 heures, voire plus. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Cela frappera à nouveau aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il touche différentes parties du pays. Mais les Iraniens, comme je pense que tout le monde l'a vu, ont riposté durement. La nuit dernière, ils ont frappé Israël très fort, en Irak et dans différentes zones. Nous nous attendons à ce que cette guerre dure encore un certain temps, et donc les forces armées agissent efficacement. Les défenses aériennes fonctionnent mieux qu'auparavant. Et bien sûr, les missiles et drones que l'Iran tire produisent l'effet que nous attendions. Maintenant, l'Iran est également de nouveau frappé, n'est-ce pas? Il a été touché encore hier. Et l'un de vos champs pétroliers, un très grand, a été visé. Téhéran, la ville, a de nouveau été prise pour cible. Quelle est votre évaluation des dégâts subis à ce stade? Les dégâts, jusqu'à présent, ont été très limités. Cela peut sembler beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'Iran est un pays immense. De plus, bon nombre des images que vous voyez ne sont pas forcément authentiques. Certaines proviennent d'autres zones de guerre. Les systèmes de missiles que les Israéliens pensent avoir détruits ne sont en réalité que des leurs. Ils ont dépensé beaucoup d'argent à faire exploser des choses qui n'ont aucune valeur en soi. Donc la situation est bonne. Le moral est élevé. Les gens sont indignés que l'Occident soutienne un acte d'agression aussi flagrant. Des femmes et des enfants ont été assassinés. Dans un cas, ils ont détruit tout un immeuble résidentiel, tuant 60 personnes, dont 20 enfants, en une seule attaque. Et le régime israélien est indiscriminé, comme vous le savez, comme nous l'avons vu à Gaza, comme nous l'avons vu au Liban, comme nous l'avons vu dans leurs frappes aériennes partout et leurs attaques partout. Ils ne font aucune distinction entre civils et combattants. Ils considèrent tout le monde comme Amalek, comme des sous-humains. Et ils se voient eux-mêmes comme au-dessus et au-delà du reste d'entre nous, le peuple élu. Donc, lorsque les gens sont considérés comme des sous-humains, il n'importe plus vraiment que ce soit une femme, un homme, un enfant, un membre de l'armée ou des forces armées, ou simplement un commerçant ordinaire. Pouvez-vous me dire quel type de cible l'Iran vise actuellement en Israël?
Tous les objectifs sont liés à l'armée et à la puissance du régime, ou bien ils constituent des représailles contre des cibles qui ont été frappées en Iran, comme des raffineries. Si une cible civile a été touchée, c'est à cause de la guerre électronique utilisée pour déplacer ou détourner le missile ou le drone de sa cible initiale. Mais toutes les cibles sont des représailles. En d'autres termes, quoi que fasse le régime israélien contre l'Iran, en dehors des civils, les Iraniens ripostent contre des cibles similaires. Mais la différence, c'est que les Israéliens frappent des immeubles d'habitation et ils le font intentionnellement. Parfois, c'est pour assassiner des personnes, mais ils tuent des familles, ils tuent des voisins pour y parvenir. Mais ce n'est pas l'objectif des frappes iraniennes. Encore une fois, la seule façon pour qu'un missile ou un drone iranien touche une cible civile, c'est à cause de la guerre électronique et du brouillage israélien. Et qu'en est-il du programme nucléaire de l'Iran? Nous savons que le site a été frappé, pas la centrale électrique, mais l'installation nucléaire de l'Iran. Y a-t-il des nouvelles concernant les niveaux de radiation, sur le danger pour les personnes vivant à proximité? Mais ce que le régime israélien essaie de faire, c'est de contaminer l'environnement et de provoquer des fuites radioactives. Et c'est évidemment quelque chose que l'Occident soutient, car il voit que le régime israélien attaque les sites nucléaires iraniens. Mais les Européens, l'Union européenne, les États-Unis, ils soutiennent tous ces crimes. Cependant, une chose que vos téléspectateurs doivent toujours garder à l'esprit, c'est que depuis que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan et l'Irak, et que l'Iran s'est retrouvé encerclé, l'Iran a commencé à déplacer progressivement tous ses actifs les plus importants, quels qu'ils soient, sous terre. Et cela a continué. Et puis, il y a quelques années, lorsque les Israéliens menaient des frappes de drones en Iran, ce processus s'est accéléré. Et depuis 1 an et demi, il s'est encore intensifié. Ainsi, tous les actifs clés de l'Iran, qu'il s'agisse de missiles, de drones, de chaînes de production essentielles ou de tout ce qui est lié au programme nucléaire, tout ce qui a une réelle importance est profondément enfoui sous terre et inaccessible au régime. Jusqu'à présent, ils n'ont frappé que des bâtiments en surface, mais dans les zones où se trouve le programme nucléaire, les bâtiments en surface ne sont pas si importants. Ils ont donc dépensé beaucoup d'argent pour ces frappes, mais ils n'ont pas obtenu l'effet escompté. Et qu'en est-il des défenses de l'Iran? Je veux dire, d'un côté, nous savons maintenant que les Israéliens sont capables de pénétrer le système de défense iranien. D'un autre côté, nous recevons également des rapports selon lesquels l'Iran aurait abattu 2 avions F-35. Est-ce vrai? Savez-vous si c'est réellement le cas? Et comment se porte le système de défense en ce moment? Oui, les défenses aériennes fonctionnent bien. Elles ont abattu des avions israéliens, de nombreux drones et de nombreux missiles. Bien sûr, certains passent à travers. C'est la guerre. Mais même si tout l'Occident défend le régime israélien, l'aide et se mobilise pour soutenir cette agression, on voit que les missiles et drones iraniens parviennent à passer et leur impact est bien plus important, car la charge utile des missiles iraniens est bien supérieure à celle des missiles israéliens. Craignez-vous que les Israéliens puissent aller jusqu'à l'escalade nucléaire? Je veux dire, nous savons qu'ils possèdent des armes nucléaires. Ce scénario est-il envisageable? Eh bien, votre question montre à quel point le régime est fou et à quel point le sionisme l'est aussi, que quelqu'un puisse même envisager un tel scénario. Je pense que s'il y avait une réelle intention d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran, alors la doctrine nucléaire de l'Iran
changerait immédiatement. Et je pense qu'à présent, les Américains et le régime israélien ont compris qu'ils ne pourraient rien y faire. Donc, cela constitue une véritable force de dissuasion. Mais je pense aussi que le reste du monde verrait cela comme allant beaucoup trop loin et que cela aurait pour le régime israélien des conséquences mondiales sans commune mesure avec la situation actuelle. Mais le plus important, c'est que si le régime israélien s'engage dans cette voie, alors l'Iran changera immédiatement sa doctrine. Donc, l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires. L'Iran n'a jamais voulu d'armes nucléaires à aucun moment et n'a jamais cherché à en fabriquer. Et il existe de très bonnes preuves à ce sujet. Pendant la guerre Iran-Irak, lorsque l'Occident a fourni à Saddam Hussein des armes chimiques à utiliser contre l'Iran, le dirigeant, lorsque des hauts responsables sont venus demander l'autorisation de produire des armes chimiques en Iran en réponse aux armes chimiques de Saddam, a dit non. Il a déclaré que ce sont des armes immorales et l'Iran ne les a jamais produites. Le sentiment à propos des armes nucléaires aujourd'hui est le même. Mais si cela devient une question de survie, alors bien sûr la doctrine nucléaire changera. Je pense donc que nous voyons l'énorme fossé moral entre l'Iran et le régime israélien. L'un n'a aucune limite, aucun sens moral, aucun sens de l'humanité, et l'autre est exactement l'opposé. Ce que nous constatons actuellement, c'est que l'Iran s'est abstenu de frapper des installations militaires américaines dans la région, alors qu'il y en a énormément. La stratégie pour l'instant consiste-t-elle à limiter l'échange de coups entre l'Iran et Israël? Car l'Iran menaçait également d'attaquer des installations américaines. Et à ce stade, nous savons que les Américains sont profondément impliqués dans toute cette attaque. Nous savons qu'elle a été planifiée conjointement avec les Américains, mais l'Iran n'a frappé aucune installation américaine. Pensez-vous que cela va continuer? L'Iran fait-il preuve de prudence vis-à-vis des États-Unis? Eh bien, l'Iran ne veut pas de cette guerre. Elle lui a été imposée dès le départ. Et l'Iran ne souhaite pas provoquer un effondrement économique mondial, car s'il y avait une guerre entre l'Iran et les États-Unis, cela signifierait la fin du pétrole et du gaz provenant de la région du Golfe Persique et de l'Asie de l'Ouest dans son ensemble, pas seulement pour 1 ou 2 jours, ou des semaines ou des mois, mais pour des années. Cela détruirait l'économie mondiale d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant dans l'histoire moderne. Même 1929 et les années 1930 ne pourraient être comparées. Ce serait bien pire. Donc l'Iran ne veut pas d'une telle situation et cherche à contenir le conflit autant que possible. Mais le régime israélien est très étendu et ils utilisent leurs bases en Turquie, au Qatar, aux Émirats, à Bahreïn et ailleurs pour aider le régime israélien, tant offensivement que défensivement. Et ils utilisent également des bases situées en dehors de la région. Mais il y a une ligne rouge. Si les Américains s'impliquent directement contre l'Iran et qu'ils prennent des mesures offensives contre l'Iran, il ne fait aucun doute que les Iraniens riposteront immédiatement. Les Iraniens considéreront ces petites dictatures arabes de la région du Golfe Persique comme complices et elles devront en payer le prix. Je pense qu'il est assez clair que ces régimes seraient balayés très rapidement dans de telles circonstances. Ce que les Émirats, le Koweït et d'autres doivent faire, c'est exercer une pression sur les États-Unis. Sinon, si les États-Unis font le mauvais choix, ce sera la fin de ces régimes. Et comment envisagez-vous que la situation puisse s'apaiser? Je veux dire, l'Iran riposte après avoir été frappé par Israël, mais quelles seraient les étapes à suivre pour revenir à un cessez-le-feu?
Le régime israélien va devoir reculer. Cela ne peut pas se reproduire. Il faut que le régime israélien ressente que cela a été une erreur catastrophique et qu'il n'a obtenu aucun succès. C'est la seule façon d'en finir. Il faut que les sionistes ordinaires comprennent que ce genre d'agression a un prix bien trop élevé. L'Iran continuera donc à se protéger, à se défendre, à riposter et à s'assurer que, si le régime met fin à ses actions agressives et que les conditions de l'Iran sont remplies, alors nous aurons un cessez-le-feu. Mais pour l'instant, l'Iran est déterminé à punir le régime israélien et à continuer de le punir jusqu'à ce que ce sentiment de regret soit très clair et évident. Les attaques contre l'Iran ont été condamnées par de nombreux États, y compris tout récemment la Chine, qui a clairement déclaré qu'il s'agissait d'une attaque non provoquée contre l'Iran, contre un membre de l'ONU. Que va tenter de faire l'Iran au niveau de l'ONU? Parce que nous savons que le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué par les vétos des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais il existe d'autres voies. Savez-vous quel est le plan pour mobiliser le soutien international? Eh bien, je pense que ce que fait l'Iran en ce moment a déjà permis d'atteindre cet objectif. L'Iran était à la table des négociations. Donc le monde voit que le régime israélien commet un acte d'agression. Ils constatent que c'est non provoqué et ils ont vu que l'Iran était à la table des négociations. Ils ont également vu que Trump, par ses fanfaronnades, faisait preuve de malhonnêteté et de duplicité. Tout cela a donc contribué à ce que la communauté internationale et l'opinion publique prennent le parti de l'Iran. Je pense que c'est quelque chose sur lequel les Iraniens vont continuer à capitaliser. Et le simple fait que le régime israélien et les Américains, au cours des 20 ou 21 derniers mois à Gaza, aient mené ce génocide, et qu'au Liban, ces attaques génocidaires aient eu lieu, et qu'ils aient utilisé Daesh et Al-Qaïda en Syrie, les Américains, les Européens, les Israéliens, tout cela a modifié l'état d'esprit à travers le monde vis-à-vis de l'Iran, en particulier parmi les pays du Sud global. Mais même l'opinion publique dans certaines parties des pays occidentaux, aussi, leur état d'esprit a changé. L'Iran va donc tenter de capitaliser sur cela, de continuer à montrer qu'il ne fait que riposter et dissuader le régime israélien, et que les Américains ont été trompeurs à la table des négociations, et qu'ils complotaient secrètement avec les Israéliens pour commettre des meurtres et des agressions. Je pense que c'est une politique que l'Iran va continuer à poursuivre dans les semaines à venir. le gouvernement Netanyahou, dans son discours sur l'attaque, a déclaré qu'il devait attaquer l'Iran parce que l'Iran menace constamment d'anéantir Israël et qu'Israël estime que l'Iran est sérieux. Que répondez-vous à cette justification? Et est-il vrai que l'Iran veut anéantir Israël? L'Iran n'a jamais parlé d'anéantir militairement Israël, le régime israélien. L'Iran a déclaré que ce régime, en tant qu'État d'apartheid, en tant qu'État ou régime ethno-suprémaciste, devait prendre fin et que les Palestiniens devaient être traités comme des êtres humains égaux. Pour Netanyahou et les sionistes, cela signifie l'anéantissement. Pour le reste du monde, cela signifie se comporter comme des êtres humains normaux et sains d'esprit. Le régime Netanyahou est toujours malhonnête à propos de l'Iran. Et Netanyahou, personnellement, en particulier, a été très malhonnête. Depuis des décennies, presque 4 décennies, il affirme que l'Iran est sur le point de construire une arme nucléaire. L'Iran est à quelques semaines, quelques mois ou quelques années d'y parvenir. C'est ce qu'il répète depuis 40 ans, et c'est très bien documenté. Ce n'est pas quelque chose que vous entendrez dans les médias occidentaux, car ces médias appartiennent aux mêmes élites qui constituent les néoconservateurs et les sionistes, et ainsi de suite. Mais le fait est qu'il ment
depuis toutes ces années au sujet des armes nucléaires. Mais ils ne le montreront pas dans les médias publics. On ne peut l'entendre que par le biais de médias alternatifs ou d'autres moyens. Mais c'est clair, l'Iran l'a dit dès le début, qu'il estime que ce régime d'apartheid doit prendre fin, comme en Afrique du Sud. Cela a toujours été la position de l'Iran. Et donc, à l'heure actuelle, pensez-vous que les Européens adopteront cette fois-ci une position plus neutre concernant cette guerre? Parce que nous avons constaté que sur la question palestinienne, les gouvernements et les médias européens ont effectivement évolué. Ils ont commencé à parler de manière plus critique d'Israël. Quelle est votre attente concernant l'Europe? Ils n'ont changé que légèrement de position, mais ils continuent de soutenir le régime. Et la seule raison pour laquelle ils ont évolué, c'est parce que l'opinion publique s'est retournée contre le régime israélien. Ils font donc le strict minimum, et cela se limite essentiellement à des déclarations de façade ou à des actions symboliques. Mais ils aident le régime israélien, tant dans son agression contre l'Iran, que dans son agression et son génocide à Gaza en ce moment même. Ainsi, la seule chose qui poussera les Européens à changer de politique et à œuvrer pour y mettre fin, c'est de constater que le régime israélien ne s'en sort pas et qu'il est touché par la riposte iranienne. L'Iran est donc déterminé à faire en sorte que le régime israélien échoue. Et je pense qu'à mesure que cet échec deviendra plus évident, les Européens et les Américains chercheront progressivement une porte de sortie pour leur allié à Tel Aviv. Professeur Marandi, la situation évolue à mesure que nous parlons. Merci beaucoup pour votre temps et pour vos explications. J'espère que nous pourrons revenir vers vous dans quelques jours ou semaines pour avoir de vos nouvelles. Nous apprécions tous que vous partagiez avec nous vos opinions sincères. Merci beaucoup. Et je m'excuse profondément pour la mauvaise connexion Internet. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ils l'ont ralenti pour des raisons de sécurité. J'espère que dans les jours à venir, après l'échec du régime israélien et la fin de cette situation, les gens pourront entendre une discussion de bien meilleure qualité. Ce fut un plaisir d'avoir cette conversation avec vous et je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Merci, professeur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, Pascal. Wonderful rest of the day. Thank you, Pascal.